Noël avec vous sur la scène Purple avec notre conférence de 1h15. Nous allons donc parler pour cette conférence-ci d'investigation OSINT et SIBIN, alliés de poids dans l'identification des réseaux illicites. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Et pour ouvrir la conversation, on a la chance d'avoir 3 panélistes. Je vous les présente tout de suite. Nous avons sergent détective Maya Allier, qui est superviseur du module cyber-enquête au SPVM de Montréal. Madame Allier. Nous avons JJ G, qui est Director of Investigations for Nagra Kudelski Group. Welcome. Nous avons également, we have Andrew McGuigan, Director Enforcement and Investigation for Motion Picture Association Canada. Bonjour. Et la discussion sera dirigée par nul autre que Alexis Pinon. Ça sonne beaucoup plus sexy que Pinot. Alors, Monsieur Pinon, qui est directeur des investigations digitales pour Avisa Partner, je vous laisse discussion de 45 minutes. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Alexis Pinon, du coup, comme vous l'avez compris. Je suis ravi d'être ici pour qu'on discute d'OSINT. Vaste question. Notamment, je vais laisser les gens qui m'accompagnent se présenter en vulgarisant un peu leur métier, chacun leur tour, pour que vous compreniez bien ce qu'ils font, car on a des pontes ici aujourd'hui. On va commencer par Maya. Tu veux bien en dire un peu plus sur ton... Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Maya Allier. Je suis sergent détective de profession, donc policière de profession depuis 22 ans au service de police de la Ville de Montréal. Je suis la superviseure de l'équipe cyber-enquête, une petite équipe de 12. Je suis en cybercriminalité depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé avec aucune connaissance en informatique et aujourd'hui, je lead cette petite équipe qui est en support à toutes les opérations et enquêtes au niveau du SPVM. Je donne aussi des cours à travers le Canada pour tous les enquêteurs au niveau de la cyber-enquête et de la cyber-infiltration. Et je suis témoin expert à la Cour en cybercriminalité et en médias sociaux. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. JJ. Hello, my name is JJ Guy. I'm with Nagra USA and the Kudelski Group, which is based out of Switzerland. We have several divisions that we focus on within Nagra. If you've followed some of the previous presentations here on the Purple stage, there's a lot of content security. Simply, if you're paying for it, we try to make sure you get it. And if you're not paying for it, we take every effort so you can't. Another area that we are in is cybersecurity. That's our Kudelski Group. Kudelski Security. Kudelski Security is cybersecurity services, and then we have other platforms and many things. Maybe if you go skiing, you see ski data. That's our equipment. So we're in a lot of different markets. It's technology. Our company is a technology company, and like to raise on technology. If we own the patent on streaming content, so it began there, and so that's us, technology. Thank you. Andrew? Good afternoon, everyone. My name is Andrew, and I manage the investigations and enforcement efforts for the Motion Picture Association here in Canada. What that typically entails is investigating sites and services that are infringing our members' copyright, conducting outreach to different intermediaries who may be involved in facilitating some of the infringing services, liaising with law enforcement if we do have criminal files, which we have referred to them, as well as acting as a point of contact for other MP offices. We have offices throughout the globe. So if there's an investigation elsewhere that has a Canadian nexus, they will reach out to us to sort of offer us, so we can offer assistance. Thank you. Merci Andrew. Donc, comme vous l'aurez compris, on a du beau monde autour de cette table. Pour ma part, donc, je suis directeur des investigations digitales au sein du cabinet Avisa Partners, qui organise cette première édition du FIC Amérique du Nord. Donc moi, mon quotidien ressemble plus ou moins à celui de ces messieurs et de Maya. C'est beaucoup d'investigations digitales au quotidien sur des dossiers qui sont à la fois cyber, notamment avec la MPA, ou qui peuvent être physiques, donc de la criminalité physique sur lesquelles en fait on va intervenir au niveau digital. Donc l'OSINT aujourd'hui on entend beaucoup parler, donc les investigations en source ouverte, c'est un peu aussi ce pourquoi vous êtes là. On voit qu'il y a quand même beaucoup de monde venu écouter cette table ronde là. On entend
beaucoup parler de cette technique-là, de ces techniques-là, donc pour diverses raisons. Non seulement c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une place dans nos vies qui est assez importante, puisque aujourd'hui tout le monde partage son quotidien quasiment sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est autant de contenus avec lesquels nous, investigateurs en open source, on va pouvoir travailler. Et du fait aussi des techniques qui vont accompagner ce développement-là, puisqu'il y a de plus en plus de contenus digitaux, il y a de plus en plus de techniques qui sont dédiées à l'analyse de ces contenus-là. Et Maya pourra nous en dire quelques mots. Aujourd'hui, que ce soit des crimes qui soient physiques ou cyber, et on va commencer avec les crimes physiques, il y a des traces qui vont être numériques, car on peut prendre un vol à main armée quelque part. Il peut, de ce vol à main armée, résulter une vidéo qui va être diffusée sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui a vu cette scène-là. De cette vidéo-là, les équipes, notamment de Maya si je ne me trompe pas, vont prendre le relais pour analyser ces contenus-là. Si Maya, tu veux en dire quelques mots ? Donc, c'est sûr, l'OSINT a pris une place très, très importante dans les équipes cyber-enquête. Je vais parler au niveau des polices municipales. Comme je vous ai dit, j'ai une petite équipe de 12. Donc, on est en support à toutes les investigations, toutes les enquêtes au niveau du service de police. Toutes les enquêtes qui n'émanent pas de chez nous, nous sommes en soutien à elles. Alors, vous pouvez voir la prépondérance de la demande, à quel point elle peut être élevée. On est en support à tous les crimes au niveau du code criminel. Tout ce qui transige par voie technologique, par les médias sociaux, par le cloud, par Internet, sans toucher à aucun matériel physique, va passer en support par l'équipe. Et donc, c'est sûr que quand on parle de dossiers où l'ordinateur est la cible versus l'ordinateur est l'outil, au niveau de notre corps de police, au niveau de Montréal, on va plus s'attaquer à l'ordinateur qui est l'outil, parce que c'est souvent des crimes contre la personne et donc il y a une haute priorité pour régler ces crimes-là. En priorité, justement, il y a des dangers de vie, il y a la sécurité imminente, alors on doit intervenir vite, sans oublier que la preuve, elle est éphémère au niveau de l'Internet. On en perd le contrôle vite, elle peut s'effacer rapidement, elle est volatile et donc il faut l'adresser. L'équipe cyber-enquête travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est en appel. Donc, je vous donne un exemple. S'il y a une tentative de meurtre où quelqu'un va pouvoir montrer une vidéo d'une arme à feu qui a été déchargée après ou avant le crime, mon équipe va être appelée. On va devoir retracer la preuve, prendre chacune des images et les analyser pour pouvoir identifier justement qui sont les auteurs, quelles sont les victimes, quel endroit est-ce que ça s'est passé et pouvoir faire un portrait de cette enquête-là et assister toute la facette technologique. C'est là qu'on utilise le OSINT. Je vous dirais, on parle de Advanced Open Source aujourd'hui parce qu'il faut aller chercher tout ce qui est accessible. Et vous savez que plus le temps passe, plus il y a de l'information accessible sur le web. Alors, on doit être très, très rigoureux et très rapide en action. Est-ce que tu aurais un exemple concret qui te viendrait où, notamment pour résoudre un crime physique, l'OSINT a été d'une grande aide, voire en fait t'a permis de résoudre cette enquête-là? J'en ai 1000. Un seul, je pense. Je vais vous en donner un. Juste pour vous donner une idée, présentement, on a 88 % des dossiers qui transigent par simplement 4 plateformes de médias sociaux. Imaginez 88 % des dossiers qu'on traite, juste 4 plateformes, la panoplie d'informations qu'on peut aller chercher. Alors, si je veux vous donner un exemple, par exemple, et je vais essayer d'altérer les informations parce que c'est des enquêtes quand même, donc c'est pas toutes des vraies informations, je vais changer un peu les données, mais je vous donne un exemple d'une fille de 15 ans qui s'est fait agresser sexuellement par plus de 5 malfaiteurs, plus de 5 suspects, et tout ce qu'on est parti avec, c'est une description vestimentaire et une description physique avec un numéro de téléphone qui passait par un VoIP, donc ça ne transigeait pas par une ligne téléphonique traditionnelle, mais par le web. Et à partir de ça, on a dû pivoter. Et vous allez m'entendre dire pivoter souvent parce que c'est la clé du succès en OSINT. Il faut savoir pivoter d'une information à l'autre et d'accumuler la preuve, d'être capable de la sauvegarder et de l'analyser pour en trouver une autre. Et de fil en aiguille, non seulement on a identifié par ce numéro de téléphone-là et la description vestimentaire un suspect, mais par la suite, ça nous a emmené à une plateforme qui était Instagram, avec Instagram, une seule publication dont les commentaires ont été analysés, qui nous ont donné
un autre suspect et finalement, on est arrivé à identifier 7 suspects tout simplement en pivotant d'une plateforme à l'autre avec de l'information totalement publiquement accessible sur le web à tous. Aucune expectative de vie privée parce que c'est l'information qui est disponible à tous. C'est un dossier qui a été résolu de façon très rapide et quand même, c'est sûr qu'on a toujours besoin de chance de notre côté. Ça prend un peu de magie et beaucoup de OSINT, mais dans ce cas-ci, on a été capable de résoudre ce crime-là. Je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, il y a eu une tentative de meurtre où plusieurs balles ont été tirées et un des suspects s'est filmé après coup sur une des plateformes qui était Snapchat. Il s'est filmé avec le gun qui est vide. Il a montré que c'était vide, puis il parlait, il y avait des chansons. Avec ces informations-là, on a été capable de pivoter, d'être capable d'identifier un des suspects et on est même arrivé à retracer le trajet de cette auto-là qui nous donnait l'heure exacte devant l'adresse où ça a tiré. Encore là, c'est du OSINT, c'est de l'extraction de preuves d'informations qui est disponible en ligne. Donc, c'est très, très important, autant qu'on peut assister au niveau légal pour des plateformes en leur demandant des informations légales, autant que la plus-value du Advanced Open Source maintenant est névralgique dans chacune de nos enquêtes. Merci Maya pour ces exemples. Donc voici 2 beaux exemples de crimes très physiques, même 100% physiques, pour lesquels l'OSINT va vraiment permettre de démêler, voire de trouver le coupable. Nous aussi, ça nous est déjà arrivé de pouvoir domicilier certains suspects de par leur compte Instagram ou le compte Instagram d'un de leurs proches. Des photos d'un déménagement, on aperçoit un immeuble, on arrive à retrouver l'immeuble et on retrouve l'adresse. Donc des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Et Maya parlait de pivot, c'est extrêmement très important. Enfin, c'est très important dans notre métier parce qu'on passe d'un réseau social à un autre, d'un numéro de téléphone qui nous emmène sur d'autres plateformes, etc. C'est un peu la base de l'OSINT. Mais avant tout, je dirais avant les outils, etc. L'OSINT, c'est surtout de la curiosité, de jamais lâcher. C'est vraiment pour moi les principales qualités d'un enquêteur, ce sont celles-là. Donc on a vu l'OSINT avec des crimes bien physiques, mais on a des cybercrimes aujourd'hui, et notamment le piratage de contenu audiovisuel qui s'étend énormément, qui est international, et pour lesquels je vais laisser la parole je vais laisser la parole à Andrew et à JJ qui vont nous parler un peu de comment est-ce qu'on utilise l'OSINT sur des crimes qui sont 100% cyber, quasiment. Andrew, si tu veux nous dire un mot. Thank you, Alex. I'll give you a couple of, I guess, high-level examples of what we investigate, and I think we're going to jump into a little more of a concrete example later on. But one of the things that we look at in Canada, as well as globally, but one of the big things in Canada now are the illegal IPTV services. So these are services where you can get thousands of channels from across the globe. You can get any film and television show. You can get pay-per-view events. So they're really bundled up so that you can pretty much get anything you need for roughly $15 to $25 per month. The operators of these services, and there are many of them in Canada, as well as the resellers, are making hundreds of thousands of dollars per year. I think we've also heard that on other panels. The amount of money these individuals make is quite high. So we're talking in the millions a year. So this is really one of our focus, at least in Canada as well as globally, the IPTV/streaming ecosystem. So there's ways, they're very sophisticated. There's a lot of moving parts, but because there's so many moving parts, each one of these moving parts of the service provides us an investigative pathway. So definitely IPTV services are on our radar. We look at traditional torrent sites where individuals can download films and movies from a torrent site. So again, we're looking at the operators of these sites, if they're Canadian, and we're looking to knock on their door or serve them with some type of enforcement. Another bucket, if you will, that we prioritize in Canada is source piracy. So source is the individual stealing the actual content that may be going to the torrent sites or maybe going to the streaming servers. So traditionally in the past, we've seen a lot of camcording. It's not as prevalent now in Canada because we have some pretty strong laws.
but across the globe it still is an issue. So this is the individual going into a theater with an iPhone or something of the sorts, capturing the content, bringing it home, encoding it, cleaning it up a bit, and then uploading it to torrent sites. Still happens, but very rarely in Canada. What's being replaced now is with the source provider who is actually ripping directly from the online platforms. So they're going on to the online platforms. As soon as something is released, they're downloading it, they're ripping it, they're providing it to torrent sites, they're providing it to IPTV services, they're providing it to streaming services, and these groups work together, and there are many of them out there, and they specialize in content theft. So that's another bucket that we investigate in Canada. Thank you, Andrew. JJ? I'll try to complement what Andrew has shared. So if you look at the movie theaters, camcording or streaming, earlier in the presentation it was mentioned a watermark is placed inside of that content. And that helps the movie houses where they embed it into at the point of the source, and they can drill it down into specifically what country it was, what theater it was, what time it was at. And that's all based on that watermark technology. The other thing that goes to is, I'll stay with kind of the technology point, is there's a lot of OSINT, but within that OSINT, some foundational point comes from when you're looking at the technology. A lot of reverse engineering of maybe an application, reverse engineering of a software program that's been designed specifically for whatever purpose is on it, reverse engineering hardware that's coming out of certain countries. They take those steps to protect their activities from other pirates from stealing it. The other point is, Valea was mentioned that the law enforcement does computer forensics. We do civil actions, and at times we need to do those computer forensic analysis, and we take those points to begin connecting the dots. Excellent OSINT steps. And then sometimes law enforcement in some regions of the world don't have the resources. It could be 2 years, and the cases that were shared are much a higher priority than our cases. So if we want to look at them, the organizations that we're part of will come together and say, let's do this computer forensic work. What do we need to do on here? And then begin those steps of the SciVent and the OSINT. Merci, JJ. Effectivement, aujourd'hui, le piratage, la lutte contre le piratage, pour moi, regroupe un peu les techniques OSINT, notamment puisqu'on va avoir des investigations qui vont être très cyber sur des sites, sur de l'IPTV, etc. On va utiliser pas mal de technologies, comme JJ le mentionnait, sur des technologies très très cyber, mais une fois qu'on peut tomber sur un nom, sur un pays, sur une adresse, là on va continuer à utiliser le ZIT, mais à des fins d'enquête plus physiques, des fins d'enquête terrain. Et c'est là où en fait, dans cette lutte contre le piratage qui prend de l'ampleur, parce que le piratage prend lui aussi de l'ampleur, l'OSINT a tout son sens et tout son intérêt, puisqu'il peut permettre de venir en aide aux enquêteurs terrain, mais en amont, il va pouvoir aussi permettre de lever le voile sur différents réseaux qui en soi se cachent derrière un site, 2 sites, 3 sites, derrière des flux. Et c'est ça, pour moi, pourquoi l'OSINT a tout son intérêt dans la lutte anti-piratage, mais aussi dans la lutte contre les crimes qui sont beaucoup plus physiques. Donc, comme on l'a vu, là on voit un peu les belles histoires où l'OSINT va nous permettre de trouver une adresse, de trouver quelqu'un, de repérer un coupable, de faire des indexés des sites, etc. Mais l'OSINT a des limites qui sont à la fois techniques et à la fois légales. C'est ce qu'on va essayer d'aborder pour cette deuxième partie. Avec l'OSINT, de par son nom, c'est de l'enquête en source ouverte. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Après, chacun met le curseur où il le souhaite, où il le peut. Mais il y a des limites qui sont inhérentes à la pratique même de l'OSINT. Ce sont des limites techniques. Andrew, tu veux nous en dire un mot? Yeah, technical limits when looking into some of the services. I'll say that I can use, I guess, IPTV again as an example. One of the first things we'll do when we're investigating a service, whether it be a website or an IPTV service, is we're going to look at the back end. So the public-facing
stuff that you'll see is perhaps the website that's marketing the service, or the website that's processing payment for the service, or the IP addresses that the content delivery servers are pushing the content to the customers from. So one of the first things we're going to want to know is the who is data, who registered the website. Second thing we're going to want to look at is the IP address behind the site. So these are things that are no longer as readily available, I would say, as they used to be. You can get them, you can still get them, but it used to be just a couple of clicks of the mouse, you had your information. Now a lot of the domain information for an illegal site is going to be privacy protected. A lot of the registrars will bundle up in the registration process a little checkbox, and your personal information is basically protected. So when I'm looking at your domain history over the years to see who might have registered it or any information related to your domain, it's typically privacy protected. Now, you might say that somebody who's going to open up or run an illegal service is not necessarily going to put their proper information in there anyway, but I can tell you from past experience, even if the information is false, more often than not, you will get a breadcrumb in there. You'll get a partial postal code that is either valid or it's associated with the operator. You may get an email address that the operator uses. You might have an address, a physical address that's off, but many times, when you go through the investigation and it's finished, you'll go back and you'll look at that fake information, and you'll see that a lot of it, there's some truth to it. So I guess what I'm getting at is, even if the information is false, there many times is, an investigative lead that we can follow. So with this, information now being protected, it's a little more difficult. The other thing we want to look at is a website's hosting. That's important because the IP address, it could be shared hosting. So the guy running the illegal site might have a legal site hosted on the same IP. So we can get information on that legal site and perhaps tie it to the illegal site that's being run. But again, now with IP addresses, there are a lot of reverse proxy servers out there. So on a high level, they sit between the user and the actual website. So if you're doing a reverse IP on a domain, or you're pinging a domain, you're going to get this reverse proxy server as opposed to the real IP address of the website. So again, we have relationships, we have voluntary agreements with certain intermediaries, and all of us have investigative techniques to uncover the information we need. But those two, we'll call them technical difficulties, do slow us down at the beginning of an investigation. Et je dirais que sur les limites qui sont à la fois techniques, mais c'est un peu le paradoxe du monde actuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une question autour de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et je pense que Maya pourra en témoigner, c'est qu'on fait souvent face dans nos enquêtes à des comptes réseaux sociaux qui sont anonymes. Ça peut être un compte Twitter anonyme, un compte Facebook anonyme. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne met son nom, prénom et nom sur un compte, qui soit un compte Twitter, un compte Instagram. On attache beaucoup d'intérêt à la vie privée, à l'anonymat sur Internet, mais c'est aussi cet anonymat, et j'imagine que Maya, tu l'as rencontré dans certaines de tes enquêtes, c'est de faire face vraiment à des comptes où on sait que derrière l'administrateur est coupable, que ce soit d'un crime, un cybercrime, du piratage, ou même un crime physique. Et on a déjà toute une première étape qui va consister à lever le voile sur l'identité de la personne qui est derrière. Oui, donc en effet, une fois qu'on a fait ce qu'on appelle dans le jargon policier, on a strippé la personne au niveau du OSINT, puis tout ce qu'on est capable de trouver au niveau public. À ce moment-là, évidemment, on a deux enjeux. On a les limites géographiques des compagnies qui ne sont pas canadiennes. Donc, la majorité des compagnies technologiques ne sont pas sur territoire canadien. Donc, il faut avoir les autorisations judiciaires propres pour aller chercher cette information-là à ces compagnies-là. Et le droit canadien est un petit peu désuet par rapport à ça présentement, malheureusement. On a aussi l'autre enjeu qu'on vit, qu'on va vivre pendant plusieurs années, c'est aussi l'expectative de vie privée, parce qu'on a chacun notre privatisation. Alors, qu'est-ce qui est accessible sur le web et qui l'est moins et qui l'est de plus en plus?
Je veux dire, on retrouve de moins en moins d'informations. À ce moment-là, avec l'expectative de vie privée, il faut avoir énormément de soupçons et de motifs raisonnables pour faire justement les autorisations judiciaires propres à ces compagnies-là. La différence entre les organisations policières et le monde du privé, c'est que nous, on a le pouvoir, à cause qu'il y a un crime derrière, de faire cette autorisation judiciaire-là à ces compagnies-là pour aller chercher cette information. Peut-être un obstacle qu'au privé, ils ne vont pas avoir pour des crimes qui sont autres. Donc, on travaille très fort par rapport aux limitations géographiques. Il y a des choses qui sont en train de changer pour pouvoir obtenir de l'information. Par contre, je vous dirais que le contenu de conversation qui transige par le web, c'est beaucoup plus difficile quand c'est du contenu qui est vraiment considéré privé. C'est comme si tu écrivais dans ton journal intime et que c'est barré avec un cadenas. C'est vraiment beaucoup plus difficile d'aller obtenir ce genre de conversation-là de ces compagnies-là, évidemment à cause de l'enjeu de la privatisation. Et c'est là que l'OSINT a ses limites et qu'après ça, d'autres enjeux légaux entrent en ligne de compte. C'est justement ça qui est intéressant. Et JJ, si tu veux rebondir sur les limites, là on parle plus des limites légales finalement de l'OSINT. Yes, especially when you're working in a lot of countries outside of just North America. I think the laws within the United States and Canada are very strong on some areas, but when you start working in North Africa, Algeria, you name the country out of here, it's so much challenging, especially when you're, one of the presenters mentioned how some progress was made with the European Union. We work a lot with the Intellectual Property Office and trying to address these points. But sometimes probably the biggest challenge is sometimes you know where you need to go to for the information, but because of the law does not allow you to actually subpoena it, or there's a stop on it. So those are just a small example of it. Non, c'est effectivement particulièrement intéressant dans le sens où il y a de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux qui sont postés par les gens, mais de façon anonyme. Donc, tout enquêteur, que ce soit sur de la lutte anti-piratage, la lutte contre des crimes très, très physiques, font face à aujourd'hui l'anonymat, qui, comme Maya l'a souligné, devient une vraie question. On le voit, ne serait-ce qu'avec le rachat de Twitter par Elon Musk, qui date de quelques jours, où il avait, il y a quelques semaines, voire quelques mois, annoncé la fin de l'anonymat sur Twitter. Je pense, d'un point de vue personnel, que ça n'arrivera jamais. Mais on le voit aujourd'hui que l'anonymat sur les réseaux sociaux devient une vraie question qui handicape à la fois les enquêteurs, mais qui doit être respectée parce qu'on a le droit de vouloir conserver son anonymat sur le web. C'est un des droits fondamentaux. Ce qui est intéressant d'avoir Maya et des cabinets privés aujourd'hui, c'est qu'on le voit bien que Maya va avoir, en même temps du fait de la nature des crimes sur lesquels elle enquête, va avoir plus de facilité à faire, non pas plier, mais à recevoir l'aide de la justice. Là où elle en parlait, c'est une équipe de 12 avec énormément de dossiers à traiter chaque mois, chaque année. Là où les cabinets privés comme les nôtres, on a beaucoup de dossiers, mais on va peiner à obtenir de l'aide de la justice ou à faire accélérer les choses. Et c'est là où pour moi c'est intéressant d'avoir ces deux visions-là. Certes, les crimes sur lesquels Maya enquête sont beaucoup plus sérieux dans le sens, mais on le voit bien aussi, et c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui, c'est que le piratage, quand il est international, JJ a évoqué certains pays, et on le voit en Afrique du Nord notamment, mais aussi en Europe de l'Est, le piratage n'est qu'une activité parmi d'autres de groupes criminels qui vont aussi avoir dans leur portefeuille d'activité de la prostitution, du trafic de drogue. Donc là, en fait, on rejoint en parallèle, il est même possible que Maya ait travaillé sur des enquêtes qui touchaient des réseaux sur lesquels Andrew, JJ ou moi-même avons enquêté dans le cadre de lutte anti-piratage. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Si Andrew, tu veux dire un mot là-dessus? Ouais. So I'll give you, I guess, a rundown of how a typical
illegal service might set themselves up. And then an example perhaps of how we might have used open source investigation to identify one of the players. So if you're looking at an illegal, again, IPTV service, a lot of moving parts. You're going to need a website, and that website is going to need to be registered. You're going to need to develop a website, so you're going to either need to hire a freelancer to develop that website for your marketing or your payment, or you're going to do it yourself, or you may get a template from WordPress or something like that. You're going to need to host your website once it's developed. You're then going to need to acquire your illegal content. You're going to do that yourself by setting up encoders in your basement or your house, stealing the content and pumping it up to your content delivery servers, or you're going to buy that content from what we call IPTV wholesalers who specialize in packaging up content and selling it to services. So you're going to need to acquire your content. To deliver it to your subscribers, you're going to need upwards of 20 content delivery servers to load the balance and to be able to deliver your content to a global user base. You're going to need to set up payment for your illegal service. So you're going to need your PayPal, your Bitcoin. In Canada, we're having a big problem now with individuals doing e-transfer. So using Interac and e-transfer directly. So that's a bit of a problem because it's very hard for us to trace that. We can't get merchant information. We don't have the powers to subpoena anybody to get that information. But long story short, they're going to need to set up payment. They're going to need to support their user base. So all these people that purchase a subscription, they're going to want support. If the stuff goes down, if they're having technical issues, they're going to want support for that service. Lastly, they're going to need to market it. So they're going to have social network accounts to market the illegal service and, the Twitters, the Facebooks of the world. So there's a lot of moving parts to go into this illegal IPTV ecosystem because, again, they're million-dollar businesses, millions of dollars a year. So an example of using open source technique, the support typically happens for a lot of these groups in Discord or Telegram. So you'll have a group of, maybe 1,000 people in Telegram. And there'll be a core group of maybe 10 people are chatting, 3 of which will be high-level admins in this IPTV service. They go by monikers. Obviously, they don't use their real name. You don't know where they're from. But I can tell you that if you sit in a channel long enough, you're going to get those breadcrumbs that you need. It'll be a weather pattern in the area that the admin lives in. It'll be, a local news event that perhaps happened. It might be the type of beer that they drink. It might be where they go fishing on the weekend. It might be that on Friday nights or Saturday nights, which happens quite often, they start drinking in the channel. And when they start drinking, the loose lips start flapping and the pictures start going, and you're going to get a lot of information from that kind of stuff. So I can tell you that if you sit in one of these Telegram, channels long enough, and they recognize who you are and they get comfortable with who you are, those little breadcrumbs over the period of, few months, maybe longer, can lead you directly to the physical address of the individual that you're looking for. I've seen it done, and it's something that on the open source front is really helpful, especially when we're running into roadblocks. You have to play the long game and you sort of gather the intel you need to move the case forward. So that's one, I guess, example of how we use open source to do our investigations. Merci Andrew, je crois que ce sera le mot de la fin. Donc vous comprenez, si Andrew vous propose un verre, qu'il faudra se méfier du coup. Et il me semble qu'on va passer aux questions, si on a le temps. Des questions pour nos conférenciers. Je vous invite à aller au micro juste ici au centre. Vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez pour partir un petit peu plus la conversation. Ne vous gênez pas. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Alors, je vous invite à poser vos questions. Il en faut juste un qui brise la glace. Oui, bonjour. Question pour Maya du SPVM. J'ai déjà eu une situation, je vais vous en parler après si vous voulez, où je suis l'hébergeur et je vois une attaque, j'atténue l'attaque, j'en parle au client, le client ne va jamais porter plainte et qui plus est, le client habite à Québec. Comment je peux faire en tant que professionnel de l'information qui voit ça arriver pour aller rapporter l'événement puis qu'il y ait des actions qui soient prises? Parce que j'ai eu des preuves.
Oui, je suis tout à fait. Je comprends votre situation. Malheureusement, vous n'allez pas aimer beaucoup ma réponse. Pas de plainte, pas de crime. Donc, malheureusement, si on était pour partir des enquêtes avec pas de plaignant, on serait encore plus enseveli qu'on l'est déjà. Il faut vraiment que la victime de la plainte soit encline. Je vais utiliser l'exemple de grosses entreprises qui vont être victimes de rançongiciels et pour ne pas justement donner de l'information sur la fuite de données ou sur les données qui ont été bloquées, vont préférer faire affaire avec le privé et ne pas faire affaire avec les corps de police pour ne pas porter une plainte criminelle et atteinte à leur réputation. Malheureusement, nous, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Ça vient vraiment avec la grande entreprise qui doit prendre la décision de faire une plainte criminelle. Nous, on ne peut pas initier des plaintes criminelles pour des gens qui n'en veulent pas. Par contre, je comprends, comme hébergeur, vous pouvez avoir des inquiétudes, donc vous pouvez aller rapporter ça comme information criminelle. Et il y a des sites aussi que je pourrais vous donner pour rapporter ce genre de plainte, mais ça va vraiment plus être pour des statistiques ou en mode prévention, pour qu'on connaisse un petit peu le portrait de ce qui se passe. Par contre, pour engendrer une plainte, il faut vraiment un plaignant victime, malheureusement. Mais oui, vous pouvez venir me parler après. J'ai souri, mais vous avez le droit. So my question crosses over to public versus private. I do also extensive OSINT, and where I find it difficult is the breadcrumbs then become a whole loaf of bread. When we present that to law enforcement, how do you amalgamate a private investigation of OSINT with also helping or giving it to police for criminal investigations and possibly pressing charges on culprits? Sure. I'll take that one. As we have a good working relationship. Sometimes you have to lean on an entity that has a better foothold in maybe a particular country. MPA, they're in great areas on one point. We might have another client or relationship in Spain. Might have where we're maybe in Korea, where you try to identify a location and that you're going to have the best results and where you have a relationship with somebody. So let's say we have Maya's, we've got something here in Maya, OVH, which is a French company on a hosting company, but they also are in Canada. Canada laws are a little bit better on getting some an open civil suit on hosting, so you're going to go to that. You're going to build this portion here. Now you're going to go to the Montreal police and say, here's some information here. The problem that we have is the bad guys are over in Asia, and we want to do something with Interpol. So since you guys have a connection with Interpol, we have a connection with Interpol. Will you file the complaint in motion? Here's everything on the crime that was in your territory. Now let's take it to the next territory, and you keep skipping that. Interpol will work with you on that, and then eventually, let's say the bad guys are in Korea. And now you're working with Interpol out of France. You're working with the Korean law enforcement and police. You've got multiple countries. Everybody has their bit of point. You've driven every bit of evidence on here, and you've made it easy for them, and then they've replicated it, and now they have a strong case. So that's kind of an example. It's almost annually, quarterly, these are the kind of cases that we're doing because it is transcontinental, and it's a big challenge, but these are also the fun cases too. Hopefully I answered your question a little. Je me demandais en fait à savoir, est-ce que les outils que vous avez disponibles pour faire vos analyses ou vos recherches, est-ce qu'ils sont appropriés à vos besoins ou est-ce que la majorité du travail que vous faites, c'est de l'expertise que vous avez à l'interne? Est-ce que les outils conviennent? Ou est-ce que ça s'en va avec ça? Actually, I'll let him answer. we both develop tools to do it. Effectivement, en fait, ça c'est une très bonne question et on pourrait, je pense, débattre de cette question pendant plusieurs heures. Il y a les deux.
Comme JJ le dit, effectivement, en interne, on a tendance aussi à développer nos propres outils pour répondre à un besoin précis qu'on a. Aujourd'hui, on le voit pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui vont vous vendre un outil un peu tout en un. Et au final, on se rend compte que moi, j'utilise, je sais pas, 5 ou 6 outils tout en un. En fait, parce qu'il n'y en a aucun qui est tout en un, qui répond à nos besoins spécifiques. Surtout que chaque enquête va faire naître certains besoins. Donc, personnellement, je dois avoir un panel de 50 outils. Il y en a, je vais en utiliser, d'autres pas du tout pendant un mois. Ça va tourner. Et je pense que l'OSINT, avant tout, en fait, c'est vraiment de la curiosité, de la recherche et de l'analyse purement humaine. Les outils, en fait, c'est mon point de vue personnel. Pour moi, les outils vont servir juste à automatiser une tâche pour gagner du temps. J'ai jamais eu aucun outil en OSINT, hormis avoir une IP liée à un nom de domaine ou ce genre de choses-là, qu'on ne peut pas trouver de manière humaine juste en faisant des recherches. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Mais encore une fois, c'est mon point de vue personnel sur le sujet. Et malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Merci pour les questions. Merci à vous. J'aimerais remercier notre modérateur, M. Alexis Pinon, directeur des investigations digitales chez Avisa Partners. Merci. Ainsi que nos autres invités. J'ai nommé Maya Allier, sergent détective au SPVM, superviseur du module cyber-enquête. JJG, directeur des investigations, c'est Nagra Kudelski Group. And Andrew McGuigan, director enforcement and investigation au Motion Picture Association Canada. Un grand merci, mesdames et messieurs. Et pour ceux et celles qui vont nous retrouver, nous serons là à 17h pour le dernier panel de la journée. Bonne fin de forum.